Ça y est, le tournoi de destination est fini depuis maintenant presque une semaine. On va faire un petit point quand même sur les enseignements de ce tournoi. C'est parti. Évidemment, avant que la vidéo ne commence, n'oublie pas de t'abonner, de commenter, de partager. Ça fait toujours plaisir et ça soutient énormément. On va commencer par les bons points et tout d'abord, c'est que c'est une victoire finale. Voilà, on a remporté le tournoi. Ça, c'est, je pense, un truc qu'on n'a pas assez mis en avant. C'est un doublé, c'est quand même assez historique depuis 19 ans. On l'avait plus fait depuis 2007. On n'avait pas réalisé un doublé dans le tournoi Destination. Donc déjà, je pense qu'on devrait déjà être tous heureux de cela, même si toutes les copies n'ont pas été parfaites, même si au bout, il n'y a pas eu de grand chelem, tant attendu, c'est sûr. Mais bon, il y a 2 victoires, un back-to-back, c'est quand même extraordinaire. Je pense que gagner dans un tournoi destination, qui est, je trouve, un des meilleurs tournois destination qu'on ait vu ces dernières années, c'est de plus en plus dur. Et je trouve que cette victoire finale, on l'oublie pas mal au détriment d'un grand chelem non réalisé qui pour moi n'était pas voué d'avance. Certes, on avait 3 matchs à réaliser à domicile, ce qui est largement plus facile pour réaliser un grand chelem, mais il n'était pas voué d'avance. Autre point qui a été plutôt bonne dans la copie bleue, ça a été la touche. La touche, que ça soit Julien Marchand, c'est 35 lancés imperdus. Movaka, 13 lancés, 2 perdus. Et Maxime Lamotte, 5 lancés, 0 perdu. Donc voilà, ça nous fait 52 lancés. C'est le plus faible total si on regarde toutes les équipes du tournoi de destination. Mais dans tous les cas, on est à 95% de réussite sur nos touches. C'est un secteur de la conquête où on a été très très bon. Alors défensivement, on a pêché parce qu'on n'a pas eu beaucoup de contres. Mais ça, on va en parler plus dans les points noirs. On continue aussi offensivement. Il faut en parler. Certes, il y a eu des matchs où on a été, il y a eu moins de grandes enjambées. On peut penser à l'Italie où ça a été un peu plus sobre, où parfois ça a été un peu plus difficile. On dit qu'on s'en est beaucoup remis à taper au pied et espérer que LBB le récupère. Mais faut quand même se dire que sur l'ensemble du tournoi, on a quand même marqué 30 essais, c'est le meilleur total. On est l'équipe qui bat le plus de défenseurs avec 153 défenseurs battus. Et pour moi, une des notions offensives qui nous a fait gagner, notamment plus facilement les 3 premiers matchs, ce sursaut aussi d'orgueil face à l'Écosse. Ce sont les offloads. 77 offloads, une moyenne de 15 offloads par match, c'est énorme, vraiment c'est énorme et c'est grâce à ça que le jeu ne s'arrête pas, ne passe pas au sol, donc on peut continuer à mettre de la vitesse, on peut continuer à mettre de l'avancée, à prendre la défense de court et là-dedans, ben, c'est tout simplement le rugby, le French flair, ça passe par là, par des offloads. Surtout quand on voit que la deuxième équipe, qui est l'Irlande, est seulement à 45 offloads. On est à 30 offloads de plus que le deuxième. Et je ne sais pas si on s'en rend vraiment compte, mais quand on tient le ballon, qu'on a des soutiens, on devient extrêmement dangereux pour mettre énormément d'avancée, énormément de vitesse dans notre jeu. Et on l'a mis excellemment bien face à l'Irlande, face au Pays de Galles, sur ce sursaut d'orgueil aussi face à l'Écosse. Donc les offloads, c'est une des grandes forces de notre armada offensive. Toujours sur le volet offensif, ce sont les petits coups de pied par-dessus. On peut penser à ceux de Mathieu Jalibert évidemment, il n'y a pas eu de grande transversale comme on avait eu, comme parfois c'était souvent le cas avec Romain Tamac à la baguette pour les ailiers. Mais là c'est beaucoup de petits par-dessus ou des coups de pied, de longs coups de pied, que ce soit pour LBB, mais aussi des petits coups de pied par-dessus derrière des rucks, comme l'a fait Antoine Dupont. On peut penser à l'essai de Louis Bielbiarré face à l'Irlande, où Dupont tape au-dessus du ruck, c'est Ramos qui la récupère, d'un coup de pied il envoie LBB. Voilà, c'est ce petit style de coup de pied qui a énormément marché. Ce sont un peu des recettes qui marchaient très bien, qui marchent très bien dans notre jeu de l'équipe de France. Les ballons aériens aussi offensivement, ça a été bon comme offensivement comme défensivement, hein, que c'est vraiment une amélioration quand même dans ce domaine. On sait que c'est sur ça un peu aussi qu'on a perdu ce quart de finale face à l'Afrique du Sud en 2023. Donc c'est un domaine dans lequel on s'améliore, notamment avec un Théo Atisobé qui est en vue dans ce secteur-là. Et autre point aussi, autre bon point collectivement, c'est la défense. Alors ça va être un point positif comme négatif, parce que je vais en venir un peu plus tard aussi. C'est que même si sur les 2 derniers matchs, on se prend 14 essais, plus ou moins, presque 100 points,
on reste tout de même la deuxième équipe avec le moins de plaquages ratés, 109, seule l'Écosse fait mieux. On a 82,4% de plaquages réussis, seule l'Écosse encore fait mieux. Et surtout, ce qui nous a énormément aidé, ce sont les plaquages dominants. Là où on a été mais extraordinaire, je vais encore le dire, mais on a fini à 95 plaquages dominants. Les seconds, ce sont l'Italie à 49. On met presque le double à l'équipe qui finit le second dans ce domaine-là. Mais on va en parler aussi dans mes points faibles, dans les points noirs de la copie bleue. C'est que finalement, ces plaquages dominants, notamment face à l'Écosse, ils ont été un peu inutiles parce qu'ils n'ont pas forcément provoqué quelque chose derrière. Évidemment, on peut parler quand même de la précision de Thomas Ramos face au perche, que ça soit avec cette pénalité de la gagne, évidemment, mais ça reste quand même un rôle très important où il est impérial là-dedans, Thomas Ramos, et c'est ce qui parfois a fait un peu défaut au 15 de France où on a perdu des matchs très importants par le manque d'un grand buteur. Il finit à 72 points dans ce tournoi au pied, Thomas Ramos, ce qui est impressionnant, encore une fois, meilleur réalisateur du tournoi. Donc franchement, bravo Thomas Ramos. Et maintenant, on va parler du coup des joueurs qui ont marqué des points, et ils sont plusieurs. Pour moi, inévitablement, il y a Jean-Baptiste Gros. Jean-Baptiste Gros qui solidifie cette place de pilier gauche, bien qu'actuellement en France, il n'y a pas forcément énormément de piliers gauche très performants, mais il ne se repose pas sur ses lauriers. Il a montré défensivement, il tourne à 98% de plaquage réussi sur ce tournoi, très peu sanctionné en mêlée fermée, et il apporte quand même de la puissance, de la disponibilité, de la mobilité, que ça soit sur les phases de ruck, mais aussi ballon en main. Donc le Toulonnais a mis énormément de cœur à l'ouvrage dans ces matchs, et j'espère quand même voir un Thomas Moukoro peut-être arriver. C'est une jeune pépite actuellement lyonnaise qui va taper à la porte d'ici peu. Je le pense fort. Autre joueur aussi qui a marqué énormément de points, qui a été l'une des sensations de ce tournoi des destinations, c'est Fabien Broboiry. Il a marqué les esprits pour sa qualité aussi bien défensive qu'offensive, sa précocité aussi sur le pré, et son association aussi avec Emilien Gaëton, qui je pense a facilité les choses. Alors certes, j'aurais préféré aussi j'aurais voulu le voir face à une adversité un peu plus grande que les Gallois, même si quand même face à l'Italie, il y avait Menoncello, il n'y avait pas la paire habituelle Brex-Menoncello, mais ça reste un joueur formidable, l'Italien, et quand même voilà, il a été très bon. J'aurais voulu le voir quand même contre Tuipulotu Hugh Jones, ou encore contre Stewart, mais voilà, blessure, donc on n'a pas pu en voir plus. Et deux joueurs aussi qui ont mis énormément de points dans leur besagne, c'est Emmanuel Meafou et Michael Guillard. Les deux numéros 5 ont été excellents. Meafou a tenu ce match référence qu'on attendait de lui. Il y avait de la concurrence à ce poste. Il a montré qu'il était une excellente alternative, que ce soit en sortie de banc comme en entrée, comme en tant que titulaire. Guillard, excellent aussi. On peut le replacer en plus en tant que troisième ligne centre. Énormément de ballons très bien négociés, que ça soit avec cet essai cette passe décisive où il met Charles Olivon, où il amène Charles Olivon à l'essai, des percussions où il a fait gagner beaucoup de mètres, ou en tout cas il a fait en sorte de ne pas perdre le ballon, d'avoir aussi un temps de jeu pour resserrer la défense. Donc voilà, mais un fou aussi sur les offloads où il en a distribué pas mal, où il a énormément marqué ses adversaires de sa puissance. Toujours dans la cage, Olivon et Flamand qui ont été très bons. Le Toulonnais, c'est fou quand même de se dire qu'on s'est passé quand même de ce joueur avant le tournoi. Excellent dans la cage, très bon aussi en troisième ligne, même si quand même c'est ce poste de numéro 8 qui lui est préférentiel. Mais voilà, lecture en touche impeccable, dans le jeu, son athlétisme, sa disponibilité, sa vitesse, son abattage défensif. Ça fait de lui un joueur très important, qu'importe sa place sur le terrain. Flamand aussi, voilà, dans la touche, sa puissance, sa dimension physique a fait de lui quand même un joueur très important, et surtout avec qui permet aussi de voir beaucoup plus
qui permet de voir aussi d'avoir beaucoup plus beaucoup plus de sérénité, que ça soit sur le banc ou sur le terrain, quand on sait qu'on a un de ces deux joueurs à ce niveau-là, qu'on peut mettre à ces postes-là. Donc franchement, la deuxième ligne, je pense que ça a été l'un des meilleurs, l'un des plus gros points forts de cette équipe de France lors de ce tournoi. En troisième ligne, il y a Gégou, Oscar Gégou, la brique, qui s'est installé finalement à ce poste de numéro 7, peut-être au détriment d'un autre Rochelet, Paul Boudéan, qui est parfois en 6 avec Cross en 7, mais voilà, du coup on a passé Cross en 6 et on a mis Oscar Gégou à ce poste de numéro 7 dans une concurrence quand même extrêmement rude, mais voilà, sa mobilité, sa puissance, sa disponibilité au soutien, sa polyvalence aussi en tant que second centre, mais aussi voilà, son acharnement défensif, son agressivité dans les zones de rencontre a été exceptionnelle. Attention quand même au débordement avec cette fourchette. Heureusement, une sanction quand même assez clémente envers le joueur de l'équipe de France. On continue du côté des trois quarts avec Nicolas Deporter, qui a montré que c'est un top joueur, un top monde à son poste en tant que second centre. Il allie vitesse, puissance, sécurité défensive, sérénité défensive. Alors, pourquoi pas le voir avec peut-être un Broboiry? Ça serait une alternative plutôt pas mal, surtout une combinaison plutôt sympathique. Certes, il n'y aurait pas ce lien vert, ce collectif, on va dire, si j'utilise un peu les termes à la FIFA, à la FC26 de l'UBB, avec Jalibert, avec Moefana, avec Deporter. Mais voilà, c'est quand même des joueurs qui en jouant ensemble, sont tout simplement par le même rugby et ils peuvent réaliser de grandes choses ensemble. Autre joueur qui avait énormément de pression, c'est son coéquipier en club à Nicolas Deporter, c'est Mathieu Jalibert. Alors, il a répondu présent tout d'abord dans sa capacité à mettre le jeu en place, à dynamiser le jeu, à créer des brèches, à créer des décalages, que ça soit par des petits coups de pied par-dessus, on en parlait, mettre le feu dans la défense sur ses crochets, ses raffus, ses accélérations. Donc voilà, il a montré que c'était l'un des meilleurs à ce poste-là. Et aussi ce qu'il a su ajouter à sa palette technique, c'est quand même son abattage défensif. Voilà, c'était quelque chose qui était très décrié, très contesté contre Mathieu Jalibert. C'était vraiment un de ses points faibles et il a su le tourner. Il a fait énormément de progrès et ce qui montre qu'il est de plus en plus complet et qu'il est franchement un joueur presque indéboulonnable dans ce 15 de France, indispensable. Autre joueur qui a rebattu les cartes en tant que remplaçant, c'est Baptiste Serin en tant que numéro 9. Des entrées toujours remarquées et dans le bon sens du terme. Ça, c'est très bon. Dynamisme, filouterie. Baptiste Serin, ben voilà, il sera vraiment une alternative très importante avec les Nolan Le Garec, les Maxime Lucu, les Baptiste Jonot. Donc vraiment une énorme profondeur à ce poste de demi-mêlée. Après les points positifs, il y a les points négatifs quand même de cette copie bleue lors de ce tournoi. On commence inévitablement avec la mêlée, seulement 58% de mêlée remportée face à l'Angleterre. C'était pourtant durant un bon moment, même avant cette génération-là, même avant Fabien Galtier aux commandes. C'était quand même l'un des gros points forts de l'équipe de France. On a toujours eu une mêlée très conquérante sur laquelle on pouvait se baser derrière pour envoyer du jeu. Alors, voilà, l'absence d'Antonio a créé un énorme vide. Ça a propulsé Dorian Aldeguerri peut-être à un rôle qui n'est pas forcément taillé pour lui, ou plus taillé pour lui, parce que ça reste quand même un très bon joueur de top 14, mais niveau international, ben maintenant c'est un peu trop limite quand même Dorian Aldeguerri, surtout que ben voilà, c'est un poste qui demande énormément de maturité, énormément de vices et de qualité, de maturité, d'expérience, et que la plupart des piliers droits n'ont pas. Hein. Je pense à Régis Montagne, et les dignes, entre guillemets, les dignes successeurs d'Antonio seraient Tevita Tatafou, qui est
pas épargné quand même par des pépins physiques et Jean-Henri Colombe qui n'arrive pas à retrouver son meilleur niveau qu'on voyait à La Rochelle. Donc voilà, Montagne reste quand même intéressant, mais manque de mobilité défensivement et un peu d'expérience. Donc on a du choix, mais malheureusement, on n'a pas encore, ils sont pas encore, on n'arrive pas à les amener à ce niveau qu'on a besoin. Donc voilà, c'est quelque chose qui va se faire avec le temps, c'est sûr. Mais voilà, il y a une Coupe du Monde quand même qui arrive en 2027 et Dorian Aldeguerri en tant que titulaire pour une Coupe du Monde, ça me paraît quand même assez limite. Sur mes points positifs, je parlais de la défense, mais c'est aussi un point négatif, parce que la défense n'est pas seulement plaquer et se relever, c'est aussi, quand on se relève, c'est se replacer. Et le replacement défensif, à partir de l'Écosse, a été très compliqué. Beaucoup de passages au ras. On peut penser à cet essai de Ben White, où il passe dans le dos de Yoram Moefana. Alors, c'était 3 premiers matchs plutôt bons. L'Écosse est arrivée et les vieux Nomons sont revenus. Rugby Rama a mis en avant aussi que Fabien Galtier aurait un peu pris les rênes aussi lors des entraînements de ses phases défensives, mettant un peu Sean Edwards sur le côté. Autre secteur où les Bleus ont un peu pêché quand même défensivement, ça a été les rucks. Les rucks, statistiquement, ça se voit qu'on a été quand même assez moins présent que d'habitude, notamment au grattage, avec aucun Français dans le top 10 en termes de grattage défensif, même seulement 8 grattages sur le tournoi, c'est le plus petit score aux côtés des Écossais, là où l'Irlande, l'Italie, le Pays de Galles et l'Angleterre sont à plus de 11 unités, 19 pour l'Irlande. On n'a pas réussi à mettre les mains, on n'a pas réussi à aller gratter, à ralentir aussi ces rucks. Et c'est là qu'on peut se poser la question de l'absence de Grégory Aldrit. Est-ce qu'un joueur comme lui, qui est un gros gratteur, qui met énormément de pression dans ses zones de ruck, ne manque pas? Parce que évidemment, on a Marchand et Cross qui excellent dans ces domaines-là, mais un troisième joueur, Jégou aussi peut le faire, Jelonche aussi peut le faire, mais ces trois-là, Cross, Marchand, Aldrit, ont vraiment une science du timing, une science aussi pour ne pas se faire dégager et pour montrer aussi à l'arbitre qu'on est en train de gratter le ballon, qu'on n'a pas mis les appuis au sol. Donc voilà. L'absence de Grégory Aldrit sur ce secteur-là, pour moi, est quand même dommageable. Si on ne gratte pas, on ne ralentit pas le jeu adverse et derrière, ils peuvent mettre du jeu. Par exemple, contre l'Angleterre, 53% des rucks sont sortis en moins de 3 secondes. Pour nous, on était à 45%. Chez les Écossais, toujours 14% sont sortis en plus de 6 secondes, là où nous, on était à 20% de nos rucks sortis en plus de 6 secondes. On ne peut pas mettre du jeu comme ça. Contre l'Angleterre, c'est encore plus flagrant. 61% des rucks anglais est sorti en moins de 3 secondes, là où nous, on était à 47%. Voilà. Donc, ce sont des zones où on a eu énormément de mal défensivement et offensivement aussi. Si on ne les sort pas rapidement, c'est qu'on a eu du mal. On a eu beaucoup de soutien en retard. On a perdu beaucoup de rucks, 21 rucks perdus, 14 sur les 3 derniers matchs, donc 2 tiers de nos rucks perdus sur les 3 derniers matchs. C'est beaucoup trop quand on veut mettre un jeu avec beaucoup de fulgurance, un jeu avec beaucoup de vitesse aussi, où on va surprendre quand même nos adversaires. Donc cette zone de ruck a été un gros point noir pour moi de l'équipe de France. On poursuit par le manque de folie. Parfois ça a été un peu fade. Dans le jeu proposé, trop dans on rend le ballon sans réellement l'exploiter. Et petit à petit, au fur et à mesure des rencontres, on voit que statistiquement, toujours, on a de moins en moins de minutes offensives. Le plus haut total, c'était contre l'Irlande, avec 21 minutes. Alors que les Irlandais étaient à 17 minutes. Donc on confisque le ballon, on garde le ballon en main, on met du jeu. Et finalement, contre l'Irlande, c'est l'un des matchs les plus aboutis du tournoi, même s'il y a eu un petit trou d'air à partir de la 60e minute. C'est l'un des matchs les plus aboutis. Offensivement, on a mis du jeu, pas forcément en turnover, pas forcément sur des contre-attaques express. Et si on compare ce match face à l'Irlande d'ouverture avec le match de clôture, face à l'Angleterre, on tombe à 17 minutes
offensives contre 18 pour les Anglais. Et c'est encore plus flagrant, même contre l'Écosse, où là, on s'est fait vraiment mitrailler par des vagues écossaises. Les Écossais ont eu, eux, 22 minutes offensives contre 19 pour nous. Et ces minutes offensives mettent en avant, du coup, le fait qu'on est dans l'incapacité de tenir ce ballon, qu'on rend beaucoup le ballon au pied et qu'on donne finalement les cartouches pour marquer à nos adversaires. On donne les balles de fusil à nos adversaires pour qu'ils puissent nous achever. C'est un peu paradoxal. Alors certes, il y avait ce jeu de dépossession, de garder le moins de ballons, quand on rentre dans les 22 adverses, on marque. Mais si on n'y arrive pas déjà à rentrer dans ces 22 adverses, ça va être compliqué. Il faut réussir à tenir le ballon, à construire des phases de jeu, à impacter aussi. C'est aussi dans ces moments-là où on va fatiguer les défenses. On l'a vu contre l'Écosse. On a mis du temps de jeu dans les 20 dernières minutes. On les a fatigués. On a recollé au score. Donc, finalement, on a manqué un peu de folie, on a manqué un peu de dynamisme, cette folie aussi face à l'Italie. Certes, on met 33 pions, mais c'était quand même assez pauvre. On n'a pas vu de grandes envolées. Et ça s'est vu aussi par l'absence de match Jalibert, où on avait quand même cette chance d'avoir 2-10 limite sur le terrain avec Thomas Ramos. Donc, il faudrait soit un 10 très joueur, peut-être un Hugoson sur le banc, ou sinon un Ramos en tant que 10 et un 15 qui peut intervenir à ce poste de 10. Donc on a vu que Théo Atisobé, ça marchait pas forcément. Thomas Ramos contre l'Italie a dû prendre le jeu totalement à son compte et Atisobé n'était pas forcément à sa place, ne pouvait pas offrir une deuxième solution sur les extérieurs pour vraiment mettre de la folie, un bon coup de pied, un 50-22, une passe intérieure. Voilà ce que fait finalement Thomas Ramos ou encore Mathieu Jalibert. Donc voilà, ça aussi c'est un petit point noir de la copie bleue. Et on termine rapidement collectivement avec le dernier point qui est l'indiscipline. 15 pénalités et 1 jaune sur les 3 premiers matchs contre 21 pénalités et 3 jaunes sur les 2 derniers. C'est parlant et ça revient finalement sur ce que j'ai dit plus tôt. On rend la balle aux adversaires, on subit, on se fatigue et donc on commet des fautes. Et derrière, du coup, on n'a plus la maîtrise du jeu, on maîtrise moins le match, et soit on perd, soit on gagne à la dernière minute avec un magnifique coup de pied de Thomas Ramos. Mais voilà, ce sont des matchs où on aurait pu gagner, on aurait pu au pire se rendre à la tâche plus facile, moins encaisser également, mais malheureusement, voilà, cette indiscipline a joué contre nous. On va passer au niveau des joueurs qui ont perdu des points. Je pense que Moefana a tout de même perdu des points. Malgré une bonne entame de tournoi avec ce bon premier match face à l'Irlande, sa blessure lui a un peu cassé le rythme et il n'a pas réussi que ça soit... Et il a dû reprendre surtout face à l'Écosse dans un match crucial, face à aussi l'une des meilleures paires de centres quand même, je pense, du monde. Il a dû reprendre contre Tuipulotu, Hugh Jones. Pas forcément le meilleur match de reprise. Et du coup, avec un mental un peu touché face à l'Angleterre, ça a été compliqué. Et surtout, Broboari en a quand même bien profité. Broboari en a profité, ce qui fait aussi que Calvin Gourg perd des points. Il est passé derrière le Palois dans la hiérarchie. Malgré sa polyvalence, on sait qu'il peut jouer 10, on sait qu'il peut jouer 15, il peut jouer aussi premier et second centre. Donc Calvin Gourg a un énorme talent. Donc je n'ai pas forcément de doute à ce qu'on le revoie en équipe de France. Mais ça risque quand même d'être compliqué, les places sont de plus en plus chères et surtout quand on voit que Fabien Galtier veut surtout essayer de garder les automatismes de club, que ce soit dans le paquet d'avant avec beaucoup de Toulousains, parmi les 3/4 avec ce 10-12-13, soit 100% UBB, soit ce 12-13 100% palois. Il faut se dire que si on veut voir Calvin Gourg titulaire, il va falloir un énorme Pierre-Louis Barassi qui lui aussi n'a pas forcément fait une bonne entame face à l'Écosse, n'a pas forcément fait un excellent match face à l'Angleterre. Alors évidemment, lui aussi revenait de blessure, de plusieurs commotions. Donc il a été lancé dans le feu. Il a été lancé très clairement dans l'eau chaude, dans l'eau bouillante.
Donc ça n'a pas été finalement le meilleur de retour pour Pierre-Louis Barassi, alors qu'on sait que quand même tous ces joueurs, Moefana, Gourg, Barassi, sont tous d'excellents joueurs, mais ils ont manqué de rythme, ils sont arrivés finalement aussi sur des matchs à très gros enjeux, avec une énorme adversité, donc ça n'a pas forcément été le meilleur choix de la part de Fabien Galtier. On le voit de plus en plus avec des erreurs parfois soit de casting, soit de coaching, on va dire. Ce bomb squad, voilà, ce bomb squad face à l'Irlande, on change tout notre paquet d'avant, et là, tout d'un coup, ça coule. Voilà, bon, heureusement, on avait le match largement en main et on a réussi un peu à se remobiliser dans les dernières minutes. Mais voilà, parfois ces changements, ces gros changements d'un coup, ça a été compliqué. Le cas aussi, les Ninouchi, disparu pour ce dernier match face à l'Angleterre au profit d'un Timo Machu, qui est sorti en plus, qui a fait seulement une mi-temps. C'est voilà, des gestions un peu compliquées de la part de Fabien Galtier. Mettre Jelonche, on va en parler, mais Jelonche en 8, pour moi, ça n'a pas été la meilleure des idées. Et du coup, je fais une bonne transition là pour Jelonge, qui pour moi a perdu des points en tant que numéro 8. Le Toulousain est beaucoup plus dans les tâches de l'ombre, dans tout ce qui est plaquage, grattage, déblayage. Soit pas forcément les qualités premières d'un 8, bien qu'il puisse faire ça évidemment, mais un 8, c'est plus un gros porteur, un joueur qui est dans l'avancée, le fer de lance d'une équipe, le fer de lance d'une attaque, hein, comme Ben Earl du côté des Anglais. Et finalement, ça rejoint un peu mon point de tout à l'heure, où on a ce manque quand même de Grégory Aldrit. Alors certes, c'est pas le plus grand Grégory Aldrit ces 2 dernières saisons, mais c'est un joueur qui apporte énormément aussi de leadership, qui apporte énormément de puissance, de grattage, qui est un joueur exceptionnel. En équipe de France, on sait que beaucoup de joueurs arrivent à se transcender en portant cette tunique bleue, et c'est parfaitement le cas avec Grégory Aldrit. Bon voilà, ça a été une grande vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous a plu. Moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous retenez aussi de ce tournoi à destination du côté des Bleus. Et moi je vous donne rendez-vous du coup pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de commenter, vous abonner, partager et de liker, ça soutient énormément la chaîne. Et tout simplement, bonne journée à vous, bonne soirée, au revoir.